Alors, bon début de soirée à vous toutes et à vous tous. Je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement à l'UQO. J'ai le plaisir d'animer cette cérémonie des grands rendez-vous. Après avoir tenu une édition toute spéciale des grands rendez-vous l'an dernier, en voici une deuxième, mais je vous rassure tout de suite, celle-ci a une touche différente et j'ose dire, elle est remplie d'espoir puisque nous sommes en direct du pavillon Alexandre Taché, la grande salle du pavillon Alexandre Taché, et nos lauréates et lauréats sont présents avec nous, de même que notre rectrice. Bienvenue à cet événement qui est présenté sous une forme hybride ce soir. Je me permets donc de vous saluer et rassurez-vous, toutes les mesures sanitaires ont été prises pour respecter justement la santé et sécurité de toutes les personnes dans la salle ce soir. En cette année de pandémie, il y a tant de choses que nous voulions faire, d'autant que l'UQO célèbre cette année son 40e, comme vous l'avez vu dans l'animation d'ouverture. Alors, une raison de plus ce soir de célébrer nos lauréates et nos lauréats. L'objectif de la cérémonie est de rendre bien sûr hommage à ces personnes d'exception qui ont fait rayonner l'université, tant en Outaouais que dans les Laurentides. Et s'il y a une personne que je connais qui avait bien hâte de renouer avec des activités comme celle de ce soir et de rencontrer des gens surtout pour les féliciter, c'est notre rectrice. Je la sens fébrile à l'idée de monter sur scène. Oui, vous pouvez vous avancer. Entrée en poste depuis le 30 mars 2020, elle a tenu de nombreuses rencontres virtuelles. J'ose même pas avancer un chiffre sur le nombre de rencontres virtuelles qu'elle a pu tenir depuis ce temps-là, mais il s'agit enfin de sa première présence en personne sur cette scène de la grande salle au pavillon Alexandre Taché. Alors, je vous demande d'accueillir notre rectrice, Madame Muriel Laberge. Merci. Bonsoir. Chers lauréats, chères lauréates des distinctions honorifiques 2021, très chers dignitaires, partenaires, diplômés, collègues et amis, bienvenue au grand rendez-vous de l'UQO en format hybride. C'est vrai que c'est excitant d'être dans la grande salle. Ça fait 14 mois, là, je suis confinée. Comme vous tous, par ailleurs. Comme vous pouvez le constater, nous avons le bonheur d'accueillir en présence 3 de nos 4 récipiendaires, accompagnés de leurs conjointes et conjoints pour leur témoigner toute notre admiration et notre reconnaissance et leur remettre leur prix en personne dans le respect de toutes les consignes sanitaires, bien sûr. Nous aurions aimé pouvoir accueillir plus de personnes en présence, mais les circonstances de la pandémie nous forcent encore à vous accueillir en mode virtuel. Mais merci à toutes les personnes qui se joignent à nous virtuellement pour assister à cette cérémonie de remise de prix pour honorer les actions et les accomplissements des 4 récipiendaires de cette année. Ce contact, même virtuel, est très important en cette période. Je tiens d'ailleurs à souligner que nous sommes de tout cœur avec les gens touchés de près ou de loin par la COVID-19, ainsi qu'avec les personnes qui continuent de travailler d'arrache-pied dans l'un ou l'autre des services jugés essentiels. Depuis plus d'1 an maintenant, nous sommes témoins de la résilience, de la mobilisation et de la grande solidarité qui caractérise nos communautés. Il nous faut tenir bon, garder espoir. Il y a beaucoup de lueur à l'horizon. Nous voyons enfin, de la lumière au bout de ce long tunnel. Ce soir, nous rendons hommage à des bénévoles et des personnalités de la région, ainsi qu'à des diplômés de l'UQO qui font une différence et qui se distinguent dans leurs milieux respectifs par leur réalisation exceptionnelle. Dans quelques minutes, nous aurons le privilège de décerner 4 distinctions à des personnalités qui ont fait leur marque dans la région. Mais avant de procéder à la remise de ces distinctions, j'aimerais prendre le temps de souligner l'importance des liens qui nous unissent à nos diplômés et à nos partenaires du milieu. Nos diplômés sont très importants pour nous. Ils représentent une grande source de fierté pour l'ensemble de la communauté universitaire. Peu importe où ils se dirigent après leur étude, ils portent en eux l'expérience qu'ils ont vécue à l'UQO et ils contribuent à faire rayonner son nom. Les services aux diplômés, en collaboration avec la Fondation de l'UQO, jouent un rôle important pour garder vivant ce lien entre notre université et nos diplômés. Par ailleurs, j'aimerais prendre le temps de remercier chaleureusement nos partenaires
du milieu, dont plusieurs sont en ligne ce soir. Je tiens à vous remercier pour votre confiance envers l'UQO et pour les liens étroits qui nous unissent, tant dans la région de l'Outaouais que dans celle des Laurentides. Développement de l'UQO, j'aimerais bien profiter de l'occasion pour vous parler brièvement de notre développement puis de l'UQO. Avant le début de la pandémie, notre université connaissait une période d'effervescence. De nombreux projets structurants étaient en cours. Certains ont dû ralentir temporairement au cours de la dernière année, mais d'autres se sont vus propulsés en mode accéléré par la crise, dont le développement de la formation à distance, de la mise en place d'outils technologiques visant à appuyer les étudiantes et les étudiants dans leur cheminement, ainsi que tous les membres du personnel qui se sont retrouvés en télétravail. On le sait, le changement est souvent synonyme d'innovation. À mon entrée en poste au rectorat, il y a maintenant plus d'1 an, j'ai découvert une équipe agile qui a rapidement su s'adapter au changement et innover dans ses façons de faire, ainsi que des personnes animées par des valeurs communes telles que la mobilisation, l'entraide, l'engagement, la compassion, la bienveillance. Ce sont des valeurs qui, grâce à tous les partenaires internes, nous ont permis de surmonter la crise et de poursuivre notre mission. Tout au long des trimestres, malgré les nombreux changements apportés aux consignes socio-sanitaires, nous avons été en mesure d'offrir certaines activités en présentiel, même si la majorité était en non-présentiel. Pour certaines personnes, cette possibilité de venir sur nos campus a été une bouée de sauvetage pour briser l'isolement. Nous avons aussi accompagné nos étudiantes et étudiants avec plusieurs outils de soutien pédagogique, technologique et psychologique. Nous avons notamment élaboré une très belle et percutante campagne pour la santé mentale et le bien-être de notre population étudiante intitulée « T'es pas seul à vivre ça ». De même, nous avons été très attentifs aux besoins des membres du personnel, enseignants et non-enseignants, pour les soutenir dans leur travail et dans l'atteinte de notre mission. Au cours de la dernière année, l'UQO a gagné en flexibilité, en agilité, et je suis confiante que nous serons en mesure d'imaginer notre futur avec un regard différent et un esprit plus créatif. Nous travaillons actuellement à la mise en place d'un plan pour le retour progressif, youpi, dans les pavillons de l'université pour le trimestre d'automne. Si vous saviez à quel point nous avons hâte de retrouver les étudiantes et étudiants et le personnel sur nos campus. Mais soyez rassurés, nous n'avons pas seulement géré la pandémie au cours de la dernière année, nous avons également fait avancer de nombreux projets. Parmi nos réalisations et nos grands projets de développement de programmes, nous avons accueilli en septembre la première cohorte au programme en formation prémédicale en collaboration avec l'Université McGill. Nous avons amorcé la deuxième phase de développement de nos nouveaux programmes en santé. Notre projet de baccalauréat en droit en est à la dernière étape d'approbation au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous travaillons activement à l'élaboration de nouveaux programmes en cybersécurité, en collaboration avec la Ville de Gatineau pour le projet de la zone d'innovation. Au plan de la recherche, nos professeurs ont continué d'être très actifs tout au long de la dernière année et ont obtenu de nombreuses subventions de recherche des grands organismes subventionnaires dans divers domaines. Nous avons par ailleurs lancé tout récemment une unité mixte de recherche en collaboration avec l'INRS dans le domaine de la cybersécurité. Cette avancée est particulièrement importante dans le contexte de la création de la zone d'innovation de Gatineau en cybersécurité, désignée par Connexité. Au plan organisationnel, nous amorçons présentement un tout nouvel exercice de planification stratégique qui guidera notre développement jusqu'en 2026. Nous continuons, bien sûr, à travailler nos projets majeurs d'infrastructure, tant à Gatineau qu'à Saint-Jérôme. Le projet de campus unifié à Gatineau suit son cours. On a eu d'excellentes nouvelles dernièrement. Et ce projet nous permettra d'intensifier la présence de l'UQO à Gatineau, en plus de créer un impact significatif sur l'amélioration de la vie étudiante et sur la création d'une identité forte pour l'UQO.
Du côté des Laurentides, nous avons obtenu un financement du gouvernement du Québec pour procéder à l'allocation d'espaces supplémentaires, ce qui va nous permettre d'élargir notre offre de programmes et notre capacité d'accueil. Nous continuons bien sûr de travailler en parallèle avec le gouvernement et nos partenaires dans le milieu, dont la Ville de Saint-Jérôme, au projet d'agrandissement du campus de Saint-Jérôme. Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les projets qui manquent dans le contexte actuel. Toute cette effervescence témoigne du dynamisme et de la volonté de notre communauté universitaire à offrir une programmation et des services arrimés aux besoins de la population de l'Outaouais et des Laurentides. Beaucoup de choses auront changé dans le sillon de la COVID-19, mais je suis persuadée que l'UQO conservera l'agilité, la solidarité, l'entraide qui marquent déjà cette ère de renouveau, cette ère d'un 40e. Surtout, l'UQO sera toujours là pour ses étudiantes et étudiants, pour les membres de sa communauté, ainsi que pour les partenaires du milieu, plus humaine, ouverte et engagée que jamais. Merci à vous toutes et tous d'avoir accepté notre invitation à ce grand rendez-vous virtuel et d'être de fiers partenaires et ambassadeurs, ambassadrices de l'UQO. Encore une fois, félicitations à nos lauréates et lauréats de distinction honorifique 2021 et bonne soirée. Merci, Madame la rectrice. Écoutez, avant le début de cette rencontre, tout à l'heure, on blaguait un peu parce que je dois vous dire aussi que cette cérémonie est enregistrée pour des fins de rediffusion et on se disait que les partisans du Canadien qui regardent le match ce soir, alors évitez la déception, regardez le grand rendez-vous tout de suite ou sinon, vous aurez toujours le loisir de le revoir un peu plus tard. Ce sera diffusé sur nos plateformes numériques donc au cours des prochaines semaines. À nouveau, merci, Madame la rectrice. Avant d'aller plus loin, je vous présente les membres du comité des distinctions de l'UQO. Ce sont ces gens qui ont analysé les candidatures pour les prix qui sont remis ce soir pour les grands rendez-vous de l'UQO. D'abord, bien sûr, comme présidente du comité, notre rectrice, Mme Muriel Laberge, la vice-rectrice au développement du campus de Saint-Jérôme, Mme Sylvie de Grosbois, le président du conseil d'administration de l'UQO, Patrick Duguay, Vicky Bois, diplômée de l'UQO, Valérie Yobé, professeure à l'École multidisciplinaire de l'image de l'UQO, Franz Hippolyte, étudiant, Lynne Boucher, qui est adjointe à la vice-rectrice au développement du campus de Saint-Jérôme, et Martin Savard, professeur en sciences administratives de l'UQO. Donc, c'est le comité qui a été chargé de prendre ces difficiles décisions, c'est-à-dire de trouver qui des personnes dont la candidature avait été présentée était retenue. Alors, sans plus tarder, je vais demander, on amorce avec le prix bénévole d'honneur, voilà, j'ai tourné une page de trop, ça paraît un peu. On va se réchauffer, ça va aller mieux tout à l'heure. Alors, on commence cette soirée avec le prix bénévole d'honneur. Le prix bénévole d'honneur a pour objectif de reconnaître publiquement la contribution remarquable d'un membre socio-économique au fonctionnement ainsi qu'aux valeurs de notre université. Donc, auparavant, écoutons ma collègue Véronique Leblanc. Cette année, dans le cadre du 40e anniversaire de l'UQO, nous faisons un retour sur nos lauréats précédents. Dans la catégorie prix bénévole d'honneur, les lauréats passés sont Pour présenter le lauréat 2021 du prix bénévole d'honneur, retournons à Gilles. Alors, merci Véronique pour ce retour. Ça permet d'ajouter justement que ce grand rendez-vous a été créé lors du 30e anniversaire de l'UQO en 2011.
Toutefois, avant d'accueillir notre lauréat 2021 du prix bénévole d'honneur, M. Charles Castonguay, qui a œuvré au sein de la Fondation de l'UQO, écoutons l'entretien que j'ai réalisé précédemment avec les personnes qui ont présenté sa candidature. Il s'agit du directeur général de la Fondation de l'UQO, M. André Larocque, et de Mme Anne-Marie Étier, qui est collègue professionnelle FCPA chez Deloitte, nous dévoiler ce qui fait de Charles Castonguay cette personne d'exception. Afin de rendre hommage à notre bénévole d'honneur, Charles Castonguay, on discute avec Anne-Marie Étier, qui est une collègue de déjà plusieurs années avec notre lauréat. Tout d'abord, bonjour Madame Étier. Vous êtes collègue avec Charles Castonguay depuis déjà un bon moment en tant que comptable CPA. Oui, définitivement, ça fait depuis 2008 que je côtoie Charles, donc depuis les tout débuts de sa carrière, ce qui ne me rajeunit pas. Bien, écoutez, on parle d'expérience. Donc, dans cette expérience-là, qu'est-ce qui vous a marqué justement dans les qualités de Charles Castonguay? Charles est un leader tranquille, je dirais. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un aussi qui, c'est important pour lui de laisser sa marque et de s'impliquer dans sa communauté. Puis ça, je l'ai vu dès les tout débuts de sa carrière. Et êtes-vous surprise aujourd'hui de le voir rafler un titre de son alma mater qui est de bénévole d'honneur en raison de son implication? Non, vraiment pas. Ça me surprend pas parce que, comme je vous dis, ça fait depuis le début de sa carrière que je le côtoie comme quelqu'un qui s'engage, qui est engagé auprès de nos jeunes, étudiants, même qui travaillent avec nous, mais aussi dans sa communauté depuis les tout débuts. Donc, c'est quelqu'un qui a ça on pourrait dire, c'est inné chez lui. Ça me surprend pas du tout de voir cette reconnaissance-là, qui est très méritée. Et je vous demande quand même, vous avez mentionné plusieurs choses, s'il y a une qualité qu'on doit retenir de Charles Castonguay, ce serait quoi à votre avis? Oh mon Dieu! C'est quelqu'un qui a, comment je dirais ça, le cœur à la bonne place, qui comprend on a été choyé dans la vie et qui aime redonner et contribuer, dans le fond, au développement de toute notre société, que ce soit au niveau économique, dans ses implications au niveau des associations comme le RGA, ou que ce soit avec la Fondation, avec d'autres organisations comme des organismes de charité. Vraiment, c'est quelqu'un qui sait redonner et qui comprend l'importance de ça et comment on peut faire une différence, dans le fond. Alors, Anne-Marie Étier, collègue CPA de notre lauréat, je vous remercie pour ce témoignage. Merci à vous. Ça me fait plaisir. M. Larocque, comment c'est venu l'idée de présenter la candidature de Charles Castonguay comme bénévole d'honneur pour ce prix? Charles a été très impliqué à la Fondation pendant 6 ans et demi à peu près. Mais d'abord et avant tout, Charles est un fier diplômé de l'UQO. Il est CPA. Il est directeur du bureau de Deloitte Gatineau, Ottawa. Et il a choisi de redonner à son alma mater en s'impliquant sur le conseil d'administration. Donc, en 2013, Charles a été élu comme administrateur au CA. Quelques années plus tard, il est devenu trésorier. Et en 2016, il est devenu président de la Fondation. Et on a vraiment profité de son expertise, de son engagement à tous les niveaux. Justement, son expertise, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels ont été les faits marquants, justement, pendant les mandats de M. Castonguay? De par son cheminement académique, évidemment, tout le volet finance, budget, préparation de campagne ont toujours été à la base de ces discussions. Mais il faut savoir aussi qu'à la Fondation, nous gérons des fonds importants qu'on a récoltés au fil des années. Et la gestion de ces fonds-là via nos gestionnaires de fonds, on fait partie également des discussions très importantes que Charles a présidées avec le comité des finances et avec les membres du conseil d'administration aussi. Aujourd'hui, c'est une récompense bien méritée, mais c'est certain qu'on aimerait conserver ces gens-là plus longtemps dans l'entourage. Absolument. D'ailleurs, Charles a fait 6 ans à la Fondation
et son deuxième mandat étant terminé, on a quand même déposé une résolution spéciale et Charles avait accepté de prolonger d'1 an son mandat à la présidence pour nous accompagner dans la préparation du lancement de la campagne majeure. Mais pour des raisons professionnelles, malheureusement, il a dû quitter avant de terminer son année. Mais il est quand même resté impliqué au sein du cabinet de campagne pour nous donner un coup de pouce pour atteindre notre objectif financier de 15 millions pour cette campagne. On dirait quoi de la plus grande qualité de Charles Castonguay? Il y en a plusieurs. Sa disponibilité, son entre-gens, son écoute, son expertise et sa volonté de faire progresser et la Fondation et l'UQO. Alors, Charles Castonguay, félicitations, bonsoir. Merci beaucoup, M. Maillot. Vous êtes un fier diplômé de l'UQO. André Larocque le mentionnait tout à l'heure. Moi, je le mentionne parce que je vous ai entendu à cette année au gala virtuel de Excellor de la Chambre de commerce de Gatineau le dire fièrement que vous étiez un fier diplômé de l'UQO. Ça fait chaud au cœur. Vous êtes une personne fort occupée. Ça, il n'y a pas de doute. 7 ans à la Fondation, administrateur. Vous avez été trésorier, si je ne me trompe pas, également président du conseil d'administration. On trouve le temps où de donner justement ce temps-là quand on a une carrière bien remplie aussi? Je salue justement ma conjointe à la maison avec les enfants ce soir. Donc, c'est sûr d'avoir le support de famille, c'est toujours important. Mais ultimement, je veux dire, c'est pas une corvée, je l'ai fait de façon naturelle. Pour moi, travailler avec l'UQO, comme je le dis, c'est un naturel, c'est une institution qui est importante dans la région. C'est une pépinière à diplômés qui travaille dans nos entreprises. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Puis, deuxièmement, il faut que ce soit le fun. Moi, il faut que j'aie du plaisir dans la vie, que ce soit au travail ou dans mes activités à l'extérieur du travail. Donc, la gang à la Fondation, à la permanence, au CA, que ce soit à la Fondation ou à l'UQO, j'ai toujours eu du plaisir à travailler avec eux. Donc, pour moi, c'est pas du tout une corvée de m'impliquer comme bénévole. Tout un naturel. J'aimerais vous demander comment votre formation à l'UQO vous a aidé justement dans ce cheminement-là que vous avez fait, c'est-à-dire professionnel, mais aussi de redonner à la communauté comme vous l'avez fait, là. Oui, bien, l'UQO, pour moi, j'ai fait un grand détour, si je peux dire, avant de revenir à l'UQO. Donc, premièrement, je suis un gars de la région, mais j'ai étudié, je me suis exilé à Montréal. Après, je suis allé encore plus loin, j'ai étudié au Danemark pour finalement revenir dans la région et terminer mes études à l'UQO pour faire mon DES en comptabilité. Je connaissais la réputation du programme à l'UQO, que ce soit au niveau du corps professoral. Donc, c'est important pour moi de bien réussir mon processus pour avoir mon titre de comptable professionnel agréé. Donc, ce cheminement-là, de la fin de mes études, de le terminer à l'UQO, il était très conscient. C'est une raison importante pourquoi je suis revenu dans la région. Donc, je remercie beaucoup l'UQO de mon parcours qui m'a permis d'avoir du succès dans ma carrière professionnelle. Puis, ultimement, je pense que ça a aidé ce parcours-là à ce que je revienne m'impliquer justement à l'UQO comme bénévole. Ces années-là à la Fondation de l'UQO, s'il y a une chose à retenir de laquelle vous êtes le plus fier, ce serait quoi? Bien, il y en a peut-être deux, je dirais. Là, si on revient à la raison même d'existence de la Fondation est là pour supporter l'UQO, mais aussi pour supporter les étudiants. Je suis passé par là. Puis, une des activités principales de la Fondation chaque année, c'est les remises de bourses. J'ai participé à plusieurs remises de bourses, puis j'ai eu la chance de donner des bourses d'excellence, de persévérance à plusieurs étudiants. Puis ça, j'ai vraiment apprécié ça. On sent l'impact que ça a dans leur vie, ils sont contents de le recevoir. Puis, on voit que la Fondation, les donateurs de la Fondation font une différence dans la vie des étudiants. Donc, j'ai toujours apprécié cette partie-là à chaque année. Puis aussi, comme on l'a vu dans la vidéo, André le mentionnait, le lancement de la campagne majeure l'année passée, sous la présidence de Nathalie Brunette, il y a eu beaucoup de travail qui a mené à ce lancement-là. C'est une campagne de 15 millions. Je suis content d'être sur le cabinet de campagne, justement. Mais il y a beaucoup de travail avec les différents directeurs généraux avec qui j'ai travaillé, que ce soit avec Sylvain Ladouceur, Jacques Giroux, puis André tout récemment. Donc, d'avoir mené ce projet-là à bon port, puis la campagne, elle est bien en cours. Donc, ça, je suis content de cet accomplissement-là. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez laisser aux gens qui nous regardent ce soir et qui disent, bon,
ça donne quoi de m'impliquer? Comment on peut les amener justement à vivre cette expérience de bénévolat pour redonner justement à la collectivité? Bien, il ne faut pas juste compter le temps qu'on donne ou l'implication qu'on doit donner parce que pour le faire depuis plusieurs années, on reçoit beaucoup plus en plaisir, c'est valorisant de redonner. Donc, pensez même pas au nombre d'heures que vous devez donner. Là, vous allez avoir du fun en vous impliquant. Puis surtout à l'UQO. Je veux dire, il ne faut pas le prendre pour acquis, il ne faut pas l'oublier. On est chanceux d'avoir une université dans notre cour, dans notre ville, au centre-ville. Comme je le mentionnais, là, c'est une pépinière à diplômés qui travaillent dans nos entreprises, dans nos institutions. Donc, c'est important. J'encourage les gens à supporter l'UQO puis ses étudiants. Et ce prix-là de bénévole d'honneur cette année, ça fait quoi à Charles Castonguay? Comment on se sent? Bien, j'ai été pas mal surpris quand Mme Laberge m'a appelé. Là, je me demandais qu'est-ce qui se passait parce que on fait vraiment pas ça pour ça. Je ne suis pas un gars qui aime avoir le spotlight. Je pense que Anne-Marie tantôt mentionnait, là, je peux être un leader tranquille. Puis c'est ça, j'ai été surpris. Donc c'est un bel honneur. Je remercie beaucoup l'UQO puis la Fondation pour cette bel honneur-là. Charles Castonguay, une fois de plus, toutes nos félicitations et merci justement de cette implication que vous avez faite pendant toutes ces années. Et en raison, bien sûr, des mesures qu'on vit actuellement, je vais vous demander de prendre votre plaque qui est disposée sur la table. Votre nom est juste au bas. Par la suite, on va vous inviter à vous rendre pour signer le livre d'or de l'université, encore une fois avec toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Charles Castonguay. Une bonne main d'applaudissements. Merci, M. Maillé. Alors, on a quelques secondes pour justement notre ami Charles qui va faire la signature du livre d'or, donc une signature qui est réservée justement aux gens qui reçoivent des prix et distinctions, également plusieurs distinctions, dont les doctorats honorifiques et lorsque les dignitaires viennent nous visiter. Merci beaucoup encore une fois, Charles Castonguay. Le prochain prix sera la médaille Gérard Lesage. Écoutons à nouveau notre collègue Véronique Leblanc pour connaître les récipiendaires précédents de ce prix. Pour la médaille Gérard Lesage, les lauréats précédents sont pour présenter la récipiendaire 2021 de la médaille Gérard Lesage. Retournons à Gilles. Merci encore, Véronique. Donc, cette médaille Gérard Lesage est une distinction institutionnelle attribuée à des personnes de la collectivité qui collaborent hautement au développement et au rayonnement du milieu régional ainsi qu'aux valeurs institutionnelles de l'UQO. Cette distinction est remise cette année à Mme Andrée Tremblay, cofondatrice de la Fondation Lani. Andrée, vous allez devoir patienter quelques minutes parce que, justement, on va faire votre éloge, bien entendu, mais auparavant, nous allons écouter le fiduciaire du Fonds Gérard Lesage, M. Gabriel Doré, qui va nous parler du rêve de cet homme qui est un des grands donateurs de la Fondation de l'UQO. Bonsoir. Merci au grand rendez-vous de l'UQO de me permettre de vous présenter un homme d'exception qui, par la création d'un fonds, permet encore aujourd'hui, 15 ans après son décès, de faire rayonner notre université. Gérard Lesage.
Gérard était un policier pour la Ville de Montréal, un homme au grand cœur qui a passé les dernières années de sa vie dans la MRC d'Antoine Labelle. Ce coin de pays, il l'aimait de tout son cœur. Il avait choisi de passer ses belles années de retraite en souvenir de son enfance et des étés passés à Mont-Saint-Michel. Gérard cultivait un amour pour les finances et l'économie. Dans sa simplicité et sa qualité de bon gestionnaire, il a réussi à mettre de côté de grosses sommes d'argent, comme il aurait aimé poursuivre des études supérieures, bien que le budget familial ne le permettait pas. Il a décidé de faire un don planifié de plus de 2 millions de dollars pour les bourses d'études de l'UQO. Le tout pour que les jeunes puissent avoir la chance de réaliser leur rêve de fréquenter l'université. C'était la plus grande partie de sa fortune, le plus gros don de l'histoire de la Fondation. Aujourd'hui, grâce au fonds de dotation et aux placements associés à ce fonds, c'est près de 4 millions qui ont été cumulés dans le fonds Gérard Lesage. Chaque année, il est possible pour la Fondation de remettre plusieurs bourses à des étudiants et étudiantes de l'UQO originaires de la MRC d'Antoine Labelle afin de les aider à poursuivre des études supérieures, le tout grâce à lui. C'est un honneur d'être ici pour vous parler de lui ce soir. Merci. Merci, M. Doré. Alors, encore des témoignages avant d'accueillir notre lauréate. Il s'agit de témoignages vraiment inspirants que vous allez voir et entendre. Il s'agit d'une mère et sa fille. Lorsqu'on dit faire la différence, c'est ce qui s'est passé entre elle et la Fondation Lani. On écoute la vidéo. André Tremblay est la récipiendaire de la médaille Gérard Lesage. On vous reçoit pour témoigner justement de leur implication, parce qu'elle est cofondatrice de la Fondation Lani. Alors, Tania Poirier et Emma Henry, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez découvert cette Fondation Lani? J'ai découvert cette fondation lorsque ma fille, il y a 3 ans, a participé au spectacle. Nous, en tant que parents, pour la supporter, on y était le soir pour l'écouter et puis on a découvert la Fondation Lani qui nous a touchés immédiatement. Après le spectacle, on savait qu'il fallait juste en faire plus. Vous, Emma, ça a été une découverte aussi ce soir-là? Oui, vraiment. Ça a été un événement qui a vraiment changé ma vie, si je pourrais dire comme ça. Du moment où j'ai découvert la Fondation Lani, je savais que je voulais en faire plus, puis que je voulais faire partie de cette fondation-là, puis que c'était tellement une belle organisation. Le fait parce que ce sont des spectacles quand même à grand déploiement, la Fondation Lani, avec des Paul Piché, des Yann Perrault, ça vous inspire d'être là à côté de ces grandes personnes, des grands de la chanson? Oui, vraiment. C'est sûr que quand tu vois ces personnes-là, puis que tu les as suivies aussi, c'est sûr que c'est stressant parce que tu veux bien performer, puis tu veux bien performer pour eux, mais c'est sûr que les voir, c'est vraiment inspirant. C'est tout le temps le fun de travailler avec eux. Et quels seraient vos mots à vous deux pour féliciter André? Juste félicitations. Dans mon cœur, il n'y a personne qui mérite plus. Puis un gros merci d'avoir changé la vie à Emma, mais de changer ma vie aussi. Et vous, Emma? La même chose, honnêtement. Merci beaucoup pour les belles opportunités aussi, des spectacles, d'avoir aussi été là pour supporter tous les jeunes qui en avaient besoin. Puis félicitations pour la médaille. Emma Henry, Tania Poirier, un grand merci et surtout bonne chance pour la suite et bon succès. Merci. Merci. André Tremblay, c'est un beau témoignage. Félicitations. Merci. Je vous sens un peu ému. Est-ce que c'est possible? Oh oui, c'est ça. Parce que c'est ça, quand on entend les témoignages comme ça de jeunes, puis souvent de leurs parents aussi, comme on voit, là, ça nous montre qu'on ne fait pas ça pour rien. C'est ça, c'est comment c'est important, les belles étoiles qu'on voit dans leurs yeux. On voit tout le bienfait, on va parler de la Fondation, mais aussi, il faut mentionner que la création de la Fondation, ça s'est fait à la suite d'un drame, d'un moment très triste pour votre famille. Oui, exactement. C'est suite au décès de notre fils, Lani, moi et Yao Asoba, qui était un enseignant ici. Et il est décédé, il s'est enlevé la vie à 18 ans en 2000, quand il traversait une période de grande détresse. Puis, il avait écrit un an avant à un journal « Je lance un cri d'appel à la société.
On n'en peut plus de voir nos frères et nos sœurs se suicider. Faites quelque chose. Fait que les gens se sont mobilisés, dont des intervenants du milieu qui avaient eu Yao comme professeur, dont les amis de l'ANI, des collègues, nous comme parents, pour créer la Fondation Lani, faire la promotion de la vie, la prévention du suicide chez les jeunes, les amener à allumer à la vie. Puis ça fait 20 ans qu'on travaille en partenariat et en complémentarité avec les ressources du milieu. Il y a toutes sortes d'activités. Vous organisez un méga spectacle, justement. Bon, depuis 2 ans, on est en pause, mais la vie, un peu, beaucoup, passionnément, ça en dit long sur le sens de tout ça. Oui, parce que c'est vraiment un spectacle de promotion de la vie avec des jeunes en difficulté, des jeunes passionnés, des gagnants de concours ou des artistes de la relève et, comme elle le dit, des artistes de renom. Et avec direction artistique professionnelle, avec animation de Jean-Marie Lapointe. Ça fait que c'est de l'inclusion, de la valorisation, de l'espoir. Et l'impact est absolument merveilleux parce que des jeunes se sont ouverts, sont allés chercher de l'aide, ont vu que s'ils croyaient en eux, s'ils faisaient confiance à d'autres personnes, s'ils travaillaient, ils pouvaient vivre des réussites. C'est vraiment merveilleux comme impact, là, parce que c'est plein de messages d'espoir sous différentes formes, ce spectacle-là. 20 ans de la Fondation Lani, lorsque vous voyez les retombées, j'imagine que ça vous fait quand même un baume de voir que vous poursuivez ce rêve que votre fils vous a lancé, c'est-à-dire ce défi de donner une réponse aux jeunes. Oui, puis moi, je me dis, comme mère de l'ANI, qu'il n'y a rien ni personne qui peut remplir le vide qui est laissé par l'ANI, mais par contre, il y a plein de choses et de gens qui peuvent remplir ma vie, puis la Fondation, justement, en fait partie. Et c'est extrêmement touchant de voir les jeunes, c'est ça, qui font confiance à la Fondation Lani, puis qui reviennent un peu plus tard, puis où on voit qu'ils vont mieux, là. Aller mieux, ça se peut, c'est là qu'on voit. Et de voir tout le monde qui gravite, qui prête leur expertise, leur talent, qui donne leur argent, qui travaillent bénévolement, c'est vraiment, vraiment touchant de voir ça, qu'on fait une différence. Quand je me demande à mon âge pourquoi je suis pas assise sur le divan en train d'écouter des films, bien, quand je vois les étoiles des yeux des jeunes, là, je me dis, bien, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis encore active. Ouais. Et lorsque on vous a appris que vous receviez cette médaille Gérard Lesage-là pour avoir fait la différence, comment vous êtes... Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh mon Dieu, bien, très, très surprise, très émue, très touchée. Puis je me dis bien intimidée. Et je me suis dit bien que c'est ça qu'elle appartient justement à tous ceux qui gravitent puis qui font en sorte qu'on peut faire une différence auprès des jeunes. Et comme on entendait tout à l'heure l'histoire de M. Lesage, bien, ça rejoint un peu l'objectif de la Fondation Lani, c'est ça, de permettre à des jeunes de s'accomplir, de réaliser un rêve, de trouver leur voie pour aller mieux, pour être bien. Et bien sûr, il y a toute la fierté d'être associé avec ce prix à l'UQO, parce que l'UQO, on sait, elle s'implique dans la communauté. Entre autres, pendant la semaine de prévention du suicide, on a pu, avec des partenaires du milieu et l'UQO, faire plusieurs activités. On a vu tout à l'heure, en entendant Madame la rectrice, que la santé mentale, c'est une préoccupation. Et non seulement c'est une préoccupation, mais vous agissez pour porter attention au personnel et aux étudiants. Ça fait que c'est une grande fierté de recevoir ce prix-là. Vous le méritez pleinement. André Tremblay, félicitations de tout cœur. Et on connaît bien la Fondation Lani. J'ai cité régulièrement ce spectacle et je vous dis bravo, moi également. Et bonne continuité et espérant que ça vous apportera encore davantage d'énergie pour poursuivre cette mission auprès des jeunes. Bravo. Grand merci. Je vous invite à recueillir votre prix. Votre nom est au bas. Je vous laisse faire ce parcours. Il y a également le livre d'honneur qu'on vous invite à signer par la suite.
Alors, pendant que Mme Tremblay signe le livre d'or, je la félicite à nouveau pour son implication, justement, au sein de la communauté et auprès de notre jeunesse. Je rappelle que la Fondation Lani permet à des jeunes de se dépasser, de créer et de se réaliser. Et pour avoir vu les spectacles, justement, de la Fondation Lani, c'en est tout un témoignage lorsqu'on voit ces gens aller s'épanouir sur scène et découvrir des talents parfois insoupçonnés. Donc, je disais, la dernière fois qu'on a vu un spectacle en direct avec la Fondation Lani, c'était ça, là, c'était La vie un peu, beaucoup, passionnément. Et on a eu la chance de découvrir cette personne qui a témoigné tout à l'heure. Alors, je vous invite à l'écouter. Elle a une voix extraordinaire. Donc, je vous invite à accueillir Emma Henry, accompagnée de Jérémy Trépanier, avec la chanson « Faux fil » de Charlotte Cardin. Et tu ne sais pas, ne commencez pas. De dos fait face aux peines, tu choisis pile, ça tombe sur la reine. Tu te faufiles, tu te faufiles. Entre mes lignes, par la loi devant, ton vent m'essouffle, souffle une fois, car mes plaies s'ouvrent. Par ici maintenant, je veux tes doigts, je les veux tenant. Tout ce qui est à moi, tu te faufiles entre mes lignes. On peut prendre le temps d'une bise avant que tous nos verres se vident et que tu me dises tout ce que j'aime, je brise. Tu te faufiles entre mes lignes. Oh, tu te faufiles entre mes lignes. Emma Henry, accompagnée de Jérémy Trépanier, merci beaucoup. Bravo pour ce beau cadeau ce soir. Et merci à la Fondation Lani de nous avoir fait découvrir et de permettre à des jeunes de la sorte, des artistes, de futurs artistes, de découvrir des talents, d'aller plus loin justement avec leurs talents. Voilà. La prochaine catégorie est celle mettant en vedette nos diplômés. Nos diplômés volet relève, mais également ceux volet carrière. J'invite ma collègue Véronique à nous présenter ce retour sur les personnes qui ont reçu ces honneurs. Dans la catégorie Grand diplômé volet relève, les lauréats précédents sont
Pour présenter le lauréat 2021 du prix Grand Diplômé Volet Relève, retournons à Gilles. Merci à nouveau, Véronique. Le prix Grand Diplômé Volet Relève a pour objectif de souligner le mérite exceptionnel de diplômés de l'UQO qui ont démontré une émergence remarquable dans leur secteur d'activité. Et dans le cas de notre lauréat de ce soir, vous serez étonné par justement sa créativité. Malheureusement, notre lauréat, Thomas Blais-Leblanc, diplômé de l'EMI au baccalauréat en bande dessinée 2015 et à la maîtrise en pratique des arts en 2018, ne pouvait être présent avec nous ce soir en raison des restrictions au sujet des déplacements encore liés à la pandémie de la COVID. Mais j'ai pu m'entretenir avec lui et avec un de ses professeurs, justement, qui a présenté sa candidature avec beaucoup d'éloquence. Mario Beaulac, professeur à l'École multidisciplinaire de l'image à l'UQO, bonjour. Bonjour Gilles. D'entrée de jeu, j'ai le goût de vous dire merci. Merci parce que vous nous faites découvrir quand même un artiste, un diplômé de l'UQO extraordinaire. Oui, effectivement, Thomas Blais-Leblanc sort du lot parce qu'il est, premièrement, il a choisi un créneau très difficile en bande dessinée, c'est-à-dire la bande dessinée muette. Et il fait ça avec un grand art. De plus, il fait des personnages extrêmement sympathiques. Lui-même, Thomas, est extrêmement sympathique. C'était quelqu'un qui était très, très, très populaire durant ses études à l'UQO. Il était un petit peu une coqueluche, si on veut, là. Je pense spécialement à ses études à la maîtrise. Alors, oui, c'est une perle rare. Lorsque vous l'avez vu la première fois en classe, est-ce que c'est un étudiant qui vous a tout de suite marqué, inspiré? Oui, oui, effectivement, il m'a inspiré tout de suite confiance parce que, bon, comme je vous dis, il a un regard très franc, il a une certaine candeur, dirais-je même. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma muet, ce qui n'est pas banal de nos jours. Quelqu'un qui aime, par exemple, les Looney Tunes aussi, donc c'est quelque chose qu'il a injecté dans ce qu'il fait. Il aime rire, il est... je dirais, il y a un petit côté bon enfant qui est très, très, très sympathique. Et ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas emprunté du tout. C'est vraiment naturel et une forme de poésie, de gentillesse qui se reflète dans son travail. Ça fait quand même plusieurs années que vous êtes à l'UQO. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des étudiants avec ce talent. Il y en a quand même beaucoup qui ont du talent, mais qui ressortent du lot de cette façon, c'est plutôt rarissime. Ben enfin, c'est que oui, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, dans le sens où ce ne sont pas tous nos étudiants et étudiantes qui arrivent avec mordus de la même façon. Je dirais que Thomas était déjà comme très converti, disons, en arrivant aux études en bande dessinée. Il est ce que moi j'aime à qualifier un cartooniste. Quand je dis un cartooniste, pour moi, c'est comme vraiment le label suprême, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui, non seulement est capable de faire de la bande dessinée, mais il va faire rire par ses dessins, il va amuser par ses dessins, il est capable de tout convertir par le style de dessin, et donc il peut aussi bien faire de la bande dessinée que de l'illustration, que du dessin éditorial. Bref, il a plusieurs cordes à son arc, et il commence à le prouver déjà, puisqu'il a bifurqué déjà vers le livre pour enfants et le cinéma d'animation. Eh bien, Mario Beaulac, professeur à l'École multidisciplinaire de l'image, une fois de plus, merci de nous avoir permis de découvrir ce diplômé Thomas Blais-Leblanc. Grand diplômé volet relève, Thomas Blais-Leblanc, toutes nos félicitations d'abord. Merci beaucoup. Comment on réagit quand on apprend d'avoir cette reconnaissance-là? Ça m'a pris par surprise. première réaction, puis tout de suite, j'ai été très ému par la nouvelle. Ça a été une belle nouvelle. Je m'y attendais pas du tout. Parce que, tu sais, c'est des projets, tu sais, je fais de la bande dessinée, de l'illustration, puis, tu sais, je fais tellement, c'est tellement, tu sais, mon petit univers, mon petit monde à moi, que je me serais pas attendu à avoir un prix pour souligner les travaux-là. Ouais, je vous dirais un univers qui gagne à être connu. Justement, vous êtes diplômé du baccalauréat en bande dessinée 2015, maîtrise en pratique des arts en 2018. Vous êtes un Montréalais. Vous êtes venu étudier à Gatineau, à l'UQO.
Qu'est-ce qui a amené ce cheminement-là vers l'École multidisciplinaire de l'image? En fait, j'étais à la Grande Bibliothèque de Montréal. J'étais avec mon père, puis j'étais à la fin de mon cégep. Et on cherchait, dans le fond, des programmes qui seraient pas pires pour moi. Je me rappelle pas exactement où est-ce qu'on checkait, mais en tout cas, on était en train de checker un service pour voir ce serait quoi les prochains les programmes qui seraient bons pour moi. Puis j'ai vu tout de suite comme que tu pouvais faire de la bande dessinée à l'UQO. Est-ce que, quelque part, au niveau de la persévérance, il y a peut-être eu justement des périodes plus difficiles? Effectivement, oui. En fait, durant... Le bac s'est fait... J'étais tellement content de faire ce bac-là, sérieusement. J'ai eu du fun. J'ai eu tellement de plaisir à faire ce bac-là. Quand je suis arrivé à la maîtrise, c'est là que ça a été beaucoup plus de défis. Je m'y attendais, évidemment, parce que là, c'était muséologie et pratique des arts. Ça mélangeait deux études. La muséologie, j'avais vraiment pas beaucoup de pratique là-dedans. Et la première année a été vraiment difficile parce qu'il fallait vraiment que je m'adapte à un nouvel univers, dans le fond, un nouvel cadre académique. Et en fait, c'est de cette année-là qu'est sortie ma première bande dessinée. Comme toutes les affres un peu que j'ai... Les affres, mon Dieu, quel grand mot, en tout cas. Toutes les difficultés que j'ai eues, je devrais dire, durant cette première année-là, j'en ai fait un peu... Je me suis inspiré de ça pour faire ma première bande dessinée, finalement. C'était bon, en fait, pour le processus créatif. Justement, cette première bande dessinée, 7, en 2017, aux éditions Pow. Justement, parlez-nous de votre créativité, parce que vous faites des choses uniques, là. Oui, c'est drôle, à chaque fois que je fais des bandes dessinées, je vais commencer à dessiner et je vais le montrer à mes amis ou à des membres de ma famille et ils vont tous me dire à quel point c'est bizarre parce que je fais des bandes dessinées qui sont plus absurdes, il n'y a pas de texte, donc tout se passe par le visuel et j'utilise souvent des métaphores visuelles pour pouvoir parler, entre guillemets, si on veut. Et tous mes amis et puis tous ceux avec qui je montre mes projets, souvent vont trouver à quel point c'est bizarre. Mais pour moi, c'est un monde qui est tellement le mien. Tu sais, je me suis beaucoup habitué à ce monde-là. Parce que en fait, cette création-là a commencé à la fin de mon secondaire. En tout cas, ce monde que j'ai bâti avec ces 2 albums-là. Ça m'a vraiment aidé à explorer un petit peu plus la création que d'avoir vraiment un univers campé, si on veut. J'ai vraiment été capable d'explorer beaucoup plus d'outils que je ne me rendais pas compte que je pouvais utiliser, finalement. Votre art est maintenant connu en Europe et au Canada anglais. Là. Vous avez été au-delà des frontières du Québec et c'est tout un succès. Oui, je suis assez content. Ça, je remercie mon éditeur, Luc Bossé. Ça a été son initiative, évidemment, d'amener ça. Certains livres là, sont amenés en anglais. C'est techniquement le premier livre bilingue des éditions Pow, 7. Parce que vu qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de dialogue. En fait, les seuls mots sont, c'est ça, c'est les seuls mots qui apparaissent dans le livre sont des mots qui se disent en anglais comme en français. Mais oui, je suis vraiment content de cette initiative-là de ma maison d'édition. Ça m'a permis de justement faire de très belles connaissances. Je suis vraiment content de ça. Également, il y a un autre volet. Vous avez participé à une campagne pour la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse du gouvernement du Québec sur le thème des motifs de discrimination. Est-ce qu'on peut vous demander qu'est-ce qui vous a inspiré à y participer? Ben, je sais, c'est la commission qui m'a approché pour faire une vignette, dans le fond. C'était 14 artistes qui faisaient chacun une vignette sur différents motifs. Chacun en avait un motif. Ça m'a vraiment flatté parce que la personne qui m'a rejoint m'a rejoint parce qu'elle avait lu une de mes bandes dessinées. Et ça m'avait vraiment fait plaisir. Et comment j'avais fait, dans le fond, cette vignette-là, je voulais quand même rester fidèle vu qu'il m'avait approché par mon travail, je voulais rester fidèle à mon travail. Fait que ça reste une vignette sans texte. Je voulais faire ça avec une métaphore visuelle, encore une fois. Parler de discrimination. Et c'est pas dans mes... C'est drôle à dire, je veux dire, parce que les sujets que je vais
explorer dans mes bandes dessinées. Ça peut être des sujets comme l'abandon, la dépression, des sujets un peu durs. Puis la discrimination pourrait rentrer là-dedans. Mais là, qu'on me dise carrément, OK, là, parle de la discrimination, c'était très intimidant. Surtout la forme de discrimination qu'on m'a demandé de faire. C'était un gros défi. C'était pas dans mes habitudes, mais je suis vraiment content d'avoir sorti un peu de ma zone de confort. Et c'est ça, j'ai fait l'appel à la métaphore visuelle pour essayer de mieux représenter ça. Donc, il y a une diversité de projets, mais Thomas se voit où, lui, dans 5-10 ans? Je sais, c'est très dur de dire, surtout là en ce moment, avec la pandémie qui a lieu là en ce moment, de se voir plus tard parce que c'est pas pour être défaitiste ou quoi que ce soit, on sait juste pas qu'est-ce qui va venir après. Mais moi, personnellement, je veux définitivement continuer à faire de la bande dessinée. Je veux dire, si possible. Là, je veux dire, la pandémie ne m'a pas arrêté de faire ça, mais je veux continuer à faire de l'illustration. Je veux continuer à travailler dans les studios d'animation, où est-ce que je fais du travail dans storyboard, parfois. Mais un idéal vraiment ultime pour moi, ce serait de peut-être voir mes bandes dessinées, mes personnages en film d'animation. J'aimerais les voir transposés dans un court-métrage d'animation. J'adorerais ça. Ça serait un idéal total. Thomas Blain-Leblanc, encore une fois, écoutez, l'avenir vous appartient, vous avez toute cette créativité, tout ça est devant vous, on vous souhaite le meilleur. Alors, une fois de plus, félicitations pour ce prix Grand Diplômé relève de l'UQO. Merci beaucoup, je vous remercie énormément. Tout un artiste. Fort agréable de le rencontrer et de le découvrir encore là. Thomas a reçu évidemment sa plaque et ses fleurs chez lui à Montréal avant la cérémonie de ce soir. Maintenant, avant de présenter notre prochaine catégorie, celle du volet carrière, j'aimerais qu'on reconnaisse une fois de plus l'importance de la Fondation de l'Université du Québec en Outaouais, l'appui qu'elle accorde annuellement à des centaines d'étudiantes et d'étudiants qui, sans le soutien financier de la Fondation, ne pourraient pas réaliser ce rêve universitaire. Je vous invite à entendre la présidente du conseil d'administration de la Fondation de l'UQO, Mme Nathalie Brunette, qui a enregistré ce message plus tôt, il y a quelques semaines. Madame la rectrice, chers membres de la communauté universitaire, chers récipiendaires et chers invités, il me fait plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de cette deuxième édition virtuelle du Grand Rendez-vous de l'UQO, qui vise à rendre hommage aux personnes d'exception qui font rayonner notre université. Je me joins d'ailleurs aux membres du CA de la Fondation pour souligner la reconnaissance de notre président sortant, M. Charles Castonguay. Bravo! La mission de la Fondation de l'UQO, c'est de participer activement au développement de notre institution, de l'Outaouais et des Laurentides, en mobilisant les communautés internes et externes, en appuyant les étudiantes et les étudiants et en établissant des relations durables avec nos 50 000 diplômés. Mais lorsqu'on me demande de résumer notre mission en quelques mots, j'aime dire que la raison d'être de la Fondation, c'est d'impliquer la communauté dans le développement de son université. Depuis sa création il y a 34 ans, la Fondation a versé plus de 12 millions de dollars pour le développement et le rayonnement de l'UQO et le soutien aux étudiants, tant en Outaouais que dans les Laurentides. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, c'est un résultat qui est assez modeste lorsqu'on le compare à la majorité des autres universités au Québec et au Canada. Nous, l'équipe de la Fondation, nous voulons faire mieux parce que notre université et nos étudiants méritent mieux. Je souligne d'ailleurs le travail exceptionnel des membres de notre CA et de notre cabinet de campagne qui, par leur engagement bénévole, propagent leur fierté et leur passion envers l'UQO dans leur réseau et leur milieu. Ensemble, en janvier 2020, nous avons lancé au campus de Gatineau la plus grande campagne majeure de notre histoire sous le thème « Voir grand ensemble », avec pour objectif d'amasser 15 millions de dollars pour appuyer le développement de nouveaux programmes, l'appui à la recherche, la réalisation du campus unifié, mais surtout pour appuyer le développement du programme de bourse et l'appui aux projets étudiants. Comme vous pouvez vous en douter, solliciter des dons en période de pandémie rehausse le défi, mais ça n'a pas freiné notre équipe.
D'ailleurs, je vous annonce en primeur que nous prévoyons lancer en janvier 2022 le volet Saint-Jérôme de notre campagne majeure. Je profite donc de cette tribune pour vous lancer une invitation. Si vous vous sentez interpellé par notre mission et que vous avez envie de nous aider à faire grandir notre université, si vous connaissez des individus ou des entreprises qui auraient intérêt à s'associer au développement de l'UQO, que ce soit par vos contacts ou par une contribution en argent, en actions ou en héritage, s'il vous plaît, pensez à la Fondation. Pour en savoir plus ou pour nous joindre, visitez le voirgrandensemble.ca. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Mme Brunet. Maintenant, notre prochaine lauréate du prix Grande Diplômée Volet Carrière est Mme Julie Thibault, cofondatrice de l'entreprise EPSI. Elle est diplômée du baccalauréat en relations industrielles et à la maîtrise en relations industrielles et ressources humaines. Avant de l'accueillir sur scène, écoutons l'entretien que j'ai réalisé il y a quelques semaines avec Sylvie Auger, qui est directrice principale en gestion des talents. C'est comme ça qu'on appelle ça chez EPSI. C'était aussi une belle découverte. Alors, la parole est à Mme Auger pour rendre hommage à notre lauréate. Dans la catégorie Grand diplômé volet carrière, les lauréats passés sont Pour présenter le lauréat 2021 du prix Grand diplômé volet carrière, retournons à Gilles. J'avais peut-être un peu trop hâte de rencontrer Mme Thibault et de l'interviewer sur scène. Avant tout, donc, j'avais oublié ma collègue Véronique qui nous a fait la rétrospective. Alors, voici maintenant Mme Auger qui a présenté la candidature de notre lauréate de ce soir. Sylvie Auger, directrice principale de la gestion des talents chez EPSI. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé à présenter la candidature de Mme Thibault comme grande diplômée volet carrière à l'UQO? Bien, pour moi, c'était une réflexion qu'on a faite puis que j'ai voulu la proposer parce que pour moi, Julie, c'est une femme qui est exceptionnelle. C'est une femme d'abord qui est entrepreneur, donc qui est quand même, qui a fait une différence au sein de sa propre firme, donc depuis 25 ans. Donc, c'est quand même une période qui est quand même assez longue. Mais je vous dirais que les 5 dernières années, pour moi, Julie, c'est ouvert, c'est vraiment développé au niveau de son entrepreneurship, au niveau régional puis au niveau national, ce qui a fait en sorte que j'ai vu comme une Julie qui a été vraiment se chercher, qui a exploré des nouveaux horizons. Puis pour moi, elle a grandi à une vitesse grand V. Puis pour moi, c'est important de souligner ces grands accomplissements-là qu'elle a faits dans sa carrière. Puis on est fiers de notre firme et je pense qu'elle doit être reconnue pour ses grandes réalisations, tant professionnelles que, je dirais, humaines. Je pense que c'est ça que je souhaitais présenter quand j'ai présenté sa candidature. S'il y a quelque chose, un souvenir particulier que vous avez justement de ce que Mme Thibault vous a inspiré, ce serait quoi? Je pense que Julie, ce qu'elle nous inspire beaucoup, c'est toute sa détermination. C'est quelqu'un qui a vraiment à cœur d'atteindre des objectifs. C'est quelqu'un qui a une vision, puis c'est quelqu'un qui est très réaliste. C'est pas une personne qui va partir sans réflexion et planification. C'est quelqu'un qui a un beau regard critique parce que vous savez, en ressources humaines, on est très inspirant et très créatif, très dans l'innovation, mais Julie, elle a cette capacité-là de réflexion et d'analyse pour nous faire en sorte que nos grandes idées vont se mettre en œuvre et vont se réaliser. Et il y a une chose dont vous êtes particulièrement fière ici et aussi de la réaction de notre lauréate.
Effectivement. Donc, il y a quand même un bon 5 ans, on est arrivé avec une proposition de faire de l'inclusion avec une jeune dame qui a une déficience intellectuelle. Et pour nous, c'était important de s'ouvrir au niveau de la diversité. Puis Julie, c'est quelqu'un qui est très ouvert à cet égard-là, tant au niveau de sa variété, au niveau de son équipe, mais également au niveau de sa capacité à s'ouvrir pour aller explorer. Elle croit beaucoup dans le potentiel des êtres humains. Quand on parle de gestion des talents, bien c'est ça, tout le monde a des talents, puis elle nous a permis, comme organisation, d'inclure Laurence, qui s'appelle notre belle cocotte, et nous permet de la recevoir, de l'inclure, mais aussi d'arriver à avoir un environnement qui est performant, mais qui est très humain. Et je pense que Julie apporte ça à la firme. Merci de ce témoignage pour notre grande diplômée volet carrière. Merci à vous encore. Merci beaucoup. Julie Thibault, on y est. Félicitations. Toutes nos félicitations. C'est un bel hommage qui vous est rendu ce soir. Et j'aime beaucoup ce concept de gestion de talent pour une entreprise, justement, EPSI. Vous offrez des services d'évaluation de personnel, donc gestion de talent. Et l'entrepreneuriat, semble-t-il, vous aviez ça dans le sang très jeune. Bien, je vous dirais que oui. Et je pense que ça provient, entre autres, de mes parents. Mon père avait des petites entreprises à quelques périodes de sa vie, puis ma mère, c'était quelqu'un qui s'impliquait beaucoup dans la communauté. Donc, quand j'ai eu la chance, bien, je pense que ça m'a fortement influencée à me partir en affaires et à faire la différence. Et oui, de si longtemps que je me souviens, j'ai toujours voulu créer quelque chose, bâtir et partir une entreprise depuis toute jeune. Bâtir, créer, mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup de persévérance. Hein? Bien, je pense que pour être en affaires, ça prend de la persévérance, mais je dirais plus particulièrement de la résilience. Parce que oui, il y a des beaux moments, il y a des moments plus difficiles, mais il ne faut jamais abandonner, puis il faut continuer à croire en nos rêves. Et je pense que je suis assez fière. 25 ans d'entrepreneuriat, on en a passé des plus faciles, des plus durs, mais très heureuse d'atteindre et d'être toujours là. C'est parce que quand j'ai fait des recherches, je regardais, depuis plus de 20 ans, EPSI, c'est Évaluation personnelle sélection internationale. Donc, des clients dans plus d'une centaine de pays, c'est pas rien. C'est une belle croissance. Oui, très heureux. Vous en êtes fière? Oui, très fière. Je vous dirais, on a des clients un peu partout, là, sur tous les continents, qui nous permettent un peu d'exporter cette expertise-là, parce que gestion des talents, c'est une firme de consultants, donc c'est de l'expertise. Et c'est cette expertise-là qu'on a tenté d'exporter un peu partout. Démocratiser l'évaluation, pour nous, c'était vraiment important. Et justement, dans ce succès-là, comment vous voyez l'apport de l'UQO, de ce que vous avez reçu ici comme formation universitaire, tant au bac qu'à la maîtrise? Comment ça a contribué? Est-ce que vous pensez qu'il y a une part importante dans votre succès? Bien, je dirais oui. Vu que j'ai étudié au baccalauréat en ressources humaines, j'ai lancé une entreprise en ressources humaines, donc c'est clair que c'était la fondation de toute cette carrière-là que j'ai bâtie, et sans toutes les connaissances que j'ai acquises au sein de l'UQO, mais probablement que je n'aurais pas parti cette entreprise. Et donc, j'en suis très fière, très contente, et je pense que l'UQO a été très contributeur dans la réussite de ma carrière. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier au passage ce soir? Là? Vous avez l'occasion de dire, ma carrière, il y a 20 ans, vous avez encore de belles années devant vous. Est-ce qu'il y a des gens qu'on veut saluer particulièrement? Bien, je dirais beaucoup de gens. Premièrement, mon conjoint André, avec qui je partage la cofondation de l'entreprise, ma famille qui m'ont toujours encouragée, mes amis aussi, particulièrement peut-être mon amie Nathalie, ça fait plus de 40 ans qu'on est amis, qui travaille chez nous depuis les tout débuts de la firme. Mes partenaires d'affaires, Nicolas, mes clients, tous ces gens-là, mes employés, qui ont fait en sorte qu'on a réussi tout le monde ensemble, parce qu'une réussite en entreprise, heureusement, ça ne se bâtit pas tout seul. Et de recevoir ce prix carrière ce soir, on se sent comment? Bien, je vous dirais qu'on se sent très touché, particulièrement provenant de l'institution qui m'a donné tous les acquis pour partir mon entreprise. C'est sûr que
Ça ne nous rajeunit pas, bien sûr. C'est de l'expérience, tout simplement. C'est juste de l'expérience, mais dans le fond, non, très fière, très fière. Je suis fière d'être diplômée de l'UQO, puis je suis fière d'avoir bâti une entreprise qui a toujours eu à cœur d'embaucher des gens de l'UQO, particulièrement en ressources humaines. Et je pense que, j'ose espérer qu'on a pu faire la différence dans la vie de bien des gens. Je crois que oui, sincèrement. Julie Thibault, un grand merci. Toutes nos félicitations et c'est un grand honneur qui vous revient pleinement, ce titre de, justement, diplômé volet carrière. Toutes nos félicitations, bravo. Merci, je vous invite à Monsieur prendre Maillot. votre prix. En d'autres temps, on aurait organisé cette remise-là en vous serrant la main et je vous invite également à signer le livre d'or pour justement inscrire ce moment dans l'histoire de notre université. Alors, j'en profite encore une fois pour féliciter Mme Julie Thibault, grande diplômée, volet carrière, un honneur pleinement mérité. Alors, c'est de cette façon que se conclut déjà notre rencontre de ce soir. J'ose espérer que l'an prochain, on pourra avoir davantage, j'ose dire, de festivités, de rapprochements pour souligner les accomplissements de ces personnes qui font la différence dans, justement, notre société, dans notre collectivité. D'abord, Charles Castonguay, bravo. Madame Thibault également, toutes nos félicitations. André Tremblay de la Fondation Lani, bravo pour cette mission que vous avez. Thomas Blais-Leblanc également, grand diplômé, volet relève, félicitations. Et je vous invite au cours des prochaines semaines à surveiller, premièrement, les journaux, dans l'Outaouais, le quotidien Le Droit notamment, TVA Gatineau, le web de l'UQO, parce que nous vous rendrons hommage à nouveau pour justement propager cette nouvelle de vos accomplissements. Pour justement, en plus, il y a la captation qui a été faite de cette rencontre de ce soir qui sera rediffusée sur nos différentes plateformes web, les médias sociaux. Et de plus, dans le cadre du 40e anniversaire de l'UQO, comme le mentionnait la rectrice en début, je vous invite à consulter la page du 40e de l'UQO. L'adresse est simple, c'est uqo.ca/40e. Vous y trouverez la première capsule historique qui a été présentée au mois de mars, soulignant justement le 40e anniversaire. C'est une rétrospective, une capsule par décennie. Et donc, il y a la première qui a été présentée au mois de mars. Nous vous présenterons une deuxième capsule qui relate les années 1981 à 1991, d'ici environ 2 semaines. Et vous trouverez également sur le site, bien sûr, ces capsules historiques, allocution de la rectrice soulignant le 40e, président du conseil d'administration, même la présidente de l'Université du Québec. Alors, sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir été là pour justement saluer le travail de ces personnes d'exception. Merci aux membres de l'équipe technique sous la direction de François Roy, aiguilleur Éric Jalbert, également Richard Pichet, caméraman, l'équipe de la direction des communications sous la coordination de Guy Thibault. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci évidemment aussi à notre chanteuse Emma Henry et son pianiste.